Le calme apparent qui semblait enfin s'installer dans la vie d'Elizabeth Bastide ne reposait en réalité que sur un équilibre extrêmement fragile, presque illusoire, comme une surface parfaitement lisse dissimulant en profondeur des fissures prêtes à céder au moindre choc. Dans cet espace familier où elle avait si souvent imposé ses règles, dirigé les conversations et maîtrisé chaque paramètre de son environnement, elle se retrouvait désormais confrontée à une situation qui échappait à toute stratégie, les conséquences directes de ses propres choix. Ce qui n'avait été, au départ, qu'une parenthèse, une échappatoire presque anodine à une routine devenue trop prévisible, s'était progressivement transformée en une dynamique bien plus dangereuse qu'elle ne l'avait anticipé. La relation qu'elle avait entretenue avec Fourneau n'avait jamais été pensée comme un engagement réel, ni même comme une histoire susceptible de bouleverser l'ordre établi de sa vie. Pourtant, à force d'instants volés, de rapprochements discrets et d'une forme de liberté qu'elle n'avait plus connue depuis longtemps, elle avait fini par franchir une limite dont elle mesurait désormais toute la portée. Au fil des heures qui avaient précédé cette journée décisive, Elizabeth avait été contrainte de faire face à une évidence qu'elle ne pouvait plus repousser. Elle avait longuement réfléchi, analysant froidement les conséquences possibles de ses actes, évaluant les risques, les pertes, les regards qu'elle aurait à affronter si tout venait à être révélé. Et c'est précisément cette lucidité tardive qui l'avait conduite à prendre une décision radicale, préserver son couple avec Alain, coûte que coûte, même si cela impliquait de renoncer brutalement à ce qu'elle avait initié avec Fourneau. Lorsqu'elle entra dans le salon où Alain se trouvait déjà, elle ne cherchait plus à contrôler l'image qu'elle renvoyait. L'assurance habituelle qui la caractérisait s'était fissurée, laissant apparaître une forme de fatigue émotionnelle qu'elle ne pouvait plus dissimuler. Son regard, habituellement précis et calculateur, semblait cette fois chargé d'une sincérité inhabituelle, presque déroutante pour quelqu'un qui avait toujours fait de la maîtrise de soi une arme. Elle ne chercha ni à détourner la conversation ni à imposer une version des faits qui l'avantageait. Elle reconnut, avec une franchise rare, s'être laissée emporter par une jalousie qu'elle n'avait pas su contenir, admettant que cette faiblesse l'avait poussée à agir de manière irrationnelle et à remettre en question un équilibre qu'elle pensait pourtant solide. Elle exprima surtout une peur qu'elle n'avait jamais formulée auparavant, celle de perdre Alain, non pas comme un simple partenaire, mais comme le pilier central de sa stabilité. Le silence qui suivit cette confession prit une dimension particulière, comme si chaque seconde permettait à Alain d'observer, d'analyser, de mesurer la véracité de ce qu'il venait d'entendre. Mais ce qui le déstabilisa profondément ne résidait pas uniquement dans les mots prononcés, mais dans l'absence totale de calcul qui les accompagnait. Elizabeth, pour une fois, ne cherchait pas à reprendre le contrôle de la situation. Elle acceptait, presque passivement, les conséquences de ses actes. Ce changement de posture, inattendu, produisit un effet qu'elle n'avait sans doute pas anticipé. Alain, qui avait toujours été sensible à la complexité du caractère d'Elizabeth, retrouva dans cette vulnérabilité une forme d'authenticité qu'il n'avait plus perçue depuis longtemps. Plutôt que de réagir avec colère ou de laisser la rancœur prendre le dessus, il sembla s'orienter vers une forme d'apaisement progressif, comme si cette sincérité tardive suffisait à rouvrir une porte qu'il n'avait pas encore complètement refermée. Le rapprochement qui suivit ne fut pas spectaculaire, mais il portait en lui une intensité particulière, presque silencieuse, comme un accord implicite de reconstruire sans revenir sur chaque détail du passé. Elizabeth sentit alors, pour la première fois depuis longtemps, une tension se relâcher en elle, comme si le poids qu'elle portait depuis plusieurs jours trouvait enfin une issue. Cependant, cette impression de stabilité retrouvée ne reposait sur rien de solide. Car pendant qu'elle tentait de refermer cette parenthèse, d'autres, à distance, s'apprêtaient à la rouvrir de manière bien plus brutale. Sérignan, dont la réputation avait été entachée par un article récemment publié dans la presse, n'avait jamais envisagé de laisser cette attaque sans réponse. Contrairement à Elizabeth, qui cherchait à dissimuler ses erreurs, lui avait choisi de les observer, de les analyser et surtout de les transformer en levier. Il ne s'agissait pas pour lui d'une réaction impulsive, mais d'une stratégie réfléchie, construite autour d'un objectif clair, rétablir un rapport de force qui lui échappait. Il savait que la clé ne résidait pas dans une confrontation directe, mais dans l'exploitation précise du bon élément, au bon moment. Et cet élément, il l'avait déjà identifié. Pendant ce temps, Fourneau se trouvait dans une position radicalement différente, presque opposée. Là où Elizabeth avait déjà pris ses distances, lui continuait à croire en la possibilité d'un avenir commun. Ce qu'il avait vécu avec elle ne lui apparaissait pas comme une simple erreur, mais comme une évidence qui méritait d'être poursuivie, quitte à remettre en question l'ensemble de sa vie actuelle. Lorsqu'il attendait un signe de sa part,
il n'imaginait pas encore que ce qu'il recevrait marquerait non pas un début, mais une fin. Le message qu'Elisabeth lui envoya, évoquant un empêchement, ne contenait rien de véritablement explicite, mais sa tonalité, plus froide, plus distante qu'à l'accoutumée, introduisait déjà une rupture. Une distance subtile, presque imperceptible, mais suffisante pour annoncer un basculement. À cet instant précis, sans qu'aucun des protagonistes ne puisse encore en mesurer l'ampleur, leur trajectoire commençait à diverger de manière irréversible. Dans un tout autre environnement, plus léger en apparence mais tout aussi chargé de tensions latentes, la vie du lycée suivait son cours. Les discussions entre élèves, les désaccords et les tentatives de compréhension reflétaient des problématiques différentes, mais tout aussi révélatrices de fractures internes. Gary, observateur attentif, tentait d'apaiser le conflit entre Henrik et Inès en adoptant une position intermédiaire, cherchant à préserver le lien plutôt qu'à désigner un coupable. Il percevait clairement que la rigidité d'Henrik risquait de provoquer une rupture définitive, tandis qu'Inès, en quête d'indépendance, semblait prête à s'éloigner si elle ne se sentait pas comprise. Cette tension, bien que distincte des enjeux vécus par les adultes, faisait écho à une même problématique, celle du contrôle, de la liberté et des conséquences des choix individuels. Non loin de là, Salomé annonçait à ses camarades sa décision de rester, un choix qui, derrière son apparente simplicité, traduisait une volonté de ne plus fuir. Ce positionnement, encore fragile, la plaçait dans une situation émotionnelle instable, prête à vaciller au moindre choc. À l'hôpital, Alain évoquait avec Clémence l'évolution récente de sa relation avec Elisabeth, soulignant le retour à un équilibre qu'il pensait durable. Il parlait avec une sérénité retrouvée, convaincu d'avoir surmonté une crise qui, quelques heures plus tôt encore, menaçait de tout remettre en question. Mais cette conviction reposait sur une vision incomplète de la réalité. Car pendant qu'il reconstruisait, Elisabeth s'apprêtait à détruire définitivement le lien qu'elle avait laissé exister avec Fourneau, sans imaginer que ce geste, censé refermer une parenthèse, allait au contraire déclencher une réaction en chaîne. Et dans l'ombre, sans précipitation, sans bruit, Sérignan finalisait un plan dont l'efficacité reposait précisément sur ce moment de calme apparent. La journée avançait ainsi, suspendue entre deux dynamiques opposées, celle d'une reconstruction fragile et celle d'une chute imminente. Rien, à cet instant, ne semblait encore prêt à basculer. Mais tout, en réalité, était déjà en place pour que l'équilibre se rompe. La décision qu'Elisabeth venait de prendre ne se limitait pas à un simple choix affectif, mais s'inscrivait dans une logique de préservation beaucoup plus large, presque stratégique, où chaque conséquence avait été anticipée, évaluée et finalement acceptée comme un prix nécessaire à payer. En choisissant de sauver son couple avec Alain, elle savait parfaitement qu'elle allait devoir assumer une rupture nette, sans retour possible, avec Fourneau, et que cette coupure, pour être efficace, devait être totale, sans ambiguïté, sans espace laissé à l'interprétation ou à l'espoir. Ce qu'elle avait peut-être sous-estimé, en revanche, c'était le décalage profond entre sa perception de cette relation et celle de Fourneau, qui, lui, s'était progressivement laissé entraîner dans une projection beaucoup plus engageante, construisant mentalement une continuité qui n'existait en réalité que dans son propre imaginaire. Là où Elisabeth voyait une parenthèse qu'il fallait refermer, Fourneau voyait une transition, une évolution logique vers une nouvelle vie, au point d'envisager des décisions radicales qui témoignaient d'un niveau d'implication bien supérieur à celui qu'elle avait jamais eu. Lorsqu'elle décida de l'appeler, ce ne fut donc pas dans un élan émotionnel, mais dans une volonté parfaitement maîtrisée de mettre un terme définitif à cette situation avant qu'elle ne lui échappe totalement, et cette maîtrise se ressentit immédiatement dans la manière dont elle formula ses propos, sans détour, sans tentative d'adoucir la réalité, comme si elle avait compris que toute nuance risquait de prolonger inutilement une illusion qu'elle voulait désormais briser. Elle qualifia ce qui s'était passé entre eux d'erreur, non pas dans un sens léger ou excusable, mais comme une faute qu'elle devait corriger sans délai, insistant sur l'absence de sentiments réels et sur le fait que cette relation n'avait jamais eu, pour elle, la profondeur que Fourneau semblait lui attribuer. Cette précision, presque froide, visait à supprimer toute possibilité d'interprétation alternative, à fermer toutes les portes en même temps, afin d'éviter qu'il ne puisse s'accrocher à la moindre ambiguïté. Face à cette déclaration, Fourneau se retrouva dans un état de sidération qui ne lui permit pas de réagir immédiatement, comme si la réalité qu'il venait d'entendre ne correspondait en rien à celle qu'il avait construite jusque-là. Il tenta néanmoins de rétablir une cohérence, de rappeler implicitement la nature des moments partagés, allant jusqu'à évoquer sa décision de quitter Valérie comme une preuve concrète de son engagement, espérant ainsi créer un point d'appui capable de faire vaciller la position d'Elisabeth. Mais cette tentative ne produisit aucun effet.
Elisabeth, consciente que toute hésitation risquait de relancer la dynamique qu'elle cherchait précisément à interrompre, maintint une ligne parfaitement claire, affirmant son attachement à Alain non pas comme un choix par défaut, mais comme une évidence qu'elle assumait désormais pleinement, rejetant toute idée d'avenir commun avec Fourneau et réduisant leur histoire à une séquence isolée, sans prolongement possible. Cette fermeté, presque implacable, transforma la conversation en un moment de rupture totale, où l'écart entre leurs perceptions respectives apparut dans toute sa brutalité. Pour Fourneau, ce basculement ne représentait pas seulement la fin d'une relation, mais l'effondrement d'une projection entière, d'un récit qu'il s'était raconté et qui, en l'espace de quelques instants, se trouvait invalidé sans appel. Ce qui rendait la situation encore plus difficile à accepter, c'était l'impression que ce qu'il avait vécu n'était reconnu que de manière unilatérale, comme si la signification même de cette relation lui échappait désormais complètement. Pendant que cette rupture se produisait, Valérie, de son côté, poursuivait une réflexion beaucoup plus silencieuse mais tout aussi déterminante, nourrie par une accumulation de détails qui, pris isolément, auraient pu sembler insignifiants, mais qui, ensemble, dessinaient une réalité de plus en plus difficile à ignorer. Son intuition, renforcée par des observations concrètes, la poussait à envisager une hypothèse qu'elle n'osait pas encore formuler de manière catégorique. Lorsqu'elle mentionna le nom d'Elisabeth Bastide, ce ne fut pas dans une logique d'accusation directe, mais comme une tentative de donner une forme à ce qu'elle percevait confusément, en s'appuyant notamment sur la manière dont Fourneau avait regardé Elisabeth lors d'un événement récent, un détail qui, pour elle, dépassait largement le cadre d'une interaction ordinaire. La réaction de Fourneau fut immédiate et sans nuance, marquée par un démenti rapide qui, loin de dissiper les soupçons, introduisit une tension supplémentaire, précisément parce qu'il semblait chercher à clore le sujet plus qu'à l'éclaircir. Cette absence de développement, combinée à une forme de rigidité dans sa réponse, ne fit que renforcer le doute, même si Valérie choisit de ne pas prolonger la confrontation à ce moment précis, préférant observer, attendre, laisser les éléments se révéler d'eux-mêmes. Dans un autre registre, mais toujours traversé par des dynamiques émotionnelles instables, la situation entre Pablo et Salomé évoluait vers un déséquilibre similaire, bien que d'une nature plus intime et moins structurée. Leur relation, encore en construction, reposait sur une combinaison fragile d'attirance et d'incertitude, où chaque geste pouvait prendre une signification disproportionnée. Lorsque Pablo invita Salomé chez lui en l'absence de ses parents, il ne percevait pas encore pleinement les implications de ce moment, qu'il considérait avant tout comme une opportunité de rapprochement. Cependant, l'arrivée inattendue de Sabine transforma immédiatement la situation, introduisant un regard extérieur qui brisa l'intimité qu'il pensait maîtriser et les plaça dans une position de vulnérabilité qu'il n'avait pas anticipée. Le malaise qui s'installa ne provenait pas uniquement de la découverte elle-même, mais du contraste brutal entre l'espace privé qu'ils tentaient de construire et la réalité sociale qui venait de s'imposer à eux. Pablo réagit en cherchant à écourter la situation, adoptant une posture défensive qui traduisait davantage une gêne qu'une véritable volonté d'explication. Salomé, en revanche, ressentit cette rupture de manière beaucoup plus profonde, intériorisant le choc et le transformant en une émotion qui ne trouva à s'exprimer pleinement qu'une fois seule, lorsqu'elle s'assit sur un banc, laissant les larmes traduire un mélange complexe de honte, de confusion et de fragilité. Ce moment, en apparence isolé, révélait en réalité une instabilité plus large, liée à la difficulté de se situer dans une relation encore incertaine. Pendant ce temps, Elisabeth poursuivait son effort de reconstruction en mettant en place un cadre soigneusement orchestré pour accueillir Alain, cherchant à recréer une atmosphère familière capable de symboliser un retour à l'équilibre. Chaque détail, du choix de la musique à l'organisation de l'espace, participait à cette mise en scène d'une normalité retrouvée, comme si elle tentait de refermer symboliquement la parenthèse qu'elle venait de clore. Mais cette apparente harmonie reposait sur une ignorance fondamentale. Car si Elisabeth avait décidé de tourner la page, elle ne contrôlait pas la manière dont cette page pouvait être rouverte par d'autres. Dans l'ombre, Sérignan finalisait son intervention avec une précision méthodique, pleinement conscient que l'efficacité de son action dépendait moins de son contenu que du moment choisi pour la déclencher. Il savait que l'impact serait maximal non pas au moment de la faute, mais au moment où celle-ci semblait déjà oubliée, lorsque la reconstruction donnait l'illusion d'un retour à la stabilité. La photographie qu'il s'apprêtait à utiliser ne constituait pas simplement une preuve, mais un élément déclencheur capable de faire basculer plusieurs équilibres à la fois, en exposant publiquement ce qu'Elisabeth pensait avoir déjà enterré. À cet instant précis, alors que chacun avançait avec la conviction de maîtriser sa propre trajectoire, une dynamique invisible était déjà en train de se mettre en place,
prête à remettre en cause toutes les certitudes construites jusque-là. Et ce qui allait suivre ne serait pas une simple conséquence, mais une rupture irréversible. Le moment que choisit Sérignan pour passer à l'action ne relevait en rien d'une impulsion soudaine, mais traduisait au contraire une compréhension extrêmement fine des mécanismes psychologiques qui gouvernent les réactions humaines, en particulier cette tendance universelle à croire qu'une faute cesse d'exister dès lors qu'elle a été reconnue, puis volontairement reléguée dans le passé. Il savait parfaitement que la véritable vulnérabilité ne résidait pas dans l'erreur elle-même, mais dans l'instant qui suit, lorsque celui ou celle qui l'a commise se persuade d'avoir repris le contrôle de la situation, d'avoir refermé la parenthèse et d'être à nouveau à l'abri de toute conséquence. C'est précisément dans cet espace, à la fois calme en apparence et profondément instable, qu'il décida d'intervenir, conscient que l'impact serait d'autant plus fort qu'il viendrait perturber un équilibre que chacun croyait déjà restauré. La photographie qu'il détenait ne se réduisait pas à une simple image capturée sur le vif, mais constituait en réalité une trace irréfutable d'un moment interdit, une matérialisation concrète de ce qu'Elisabeth s'efforçait désormais de nier avec détermination, et dont la portée dépassait largement le cadre intime dans lequel il s'était produit. Ce cliché, qui immortalisait le baiser échangé entre Elisabeth Bastide et Fourneau, possédait une puissance de révélation capable de fissurer en un instant l'édifice fragile que chacun tentait de reconstruire de son côté. Sérignan n'avait pas pour objectif de provoquer une explosion immédiate et visible, car il savait que la véritable efficacité de son geste résidait dans une déstabilisation progressive, presque insidieuse, qui s'installerait dans la durée. Il cherchait moins à choquer qu'à infiltrer, moins à exposer brutalement qu'à laisser la vérité s'imposer d'elle-même, comme une évidence impossible à contenir. C'est dans cette logique qu'il organisa l'envoi de la photographie avec une précision méthodique, sélectionnant ses destinataires de manière stratégique afin que l'impact ne soit pas uniquement individuel, mais partagé, chaque réception produisant un effet différent selon la position de celui qui la recevait. Lorsque le message fut finalement envoyé, rien ne sembla changer immédiatement à la surface des choses. Chez Elisabeth, la soirée se déroulait dans une atmosphère soigneusement maîtrisée, presque apaisée, comme si le dîner qu'elle avait préparé pour Alain constituait une tentative concrète de réancrage dans une réalité stable et rassurante. Les gestes étaient mesurés, les échanges plus fluides, et l'ensemble de la scène donnait l'illusion que la crise récente appartenait déjà au passé. Elle s'efforçait de reconstruire un quotidien cohérent, débarrassé des tensions qui avaient menacé son équilibre, et pendant un court instant, cette mise en scène sembla fonctionner. Mais cette stabilité ne reposait que sur une ignorance provisoire. Lorsque la notification apparut, elle ne se distingua d'abord en rien des autres, s'inscrivant dans la continuité d'un flux d'informations banales auquel on accorde rarement une attention immédiate. Pourtant, dès l'instant où Elisabeth posa les yeux sur l'image, une rupture silencieuse s'opéra, comme si le temps lui-même se suspendait pour lui permettre de mesurer, dans toute sa brutalité, la réalité de ce qui venait de surgir. Son regard resta fixé sur l'écran, non pas dans une réaction immédiate, mais dans une tentative presque instinctive de comprendre, d'analyser, de reformuler ce qu'elle voyait, comme si une autre interprétation pouvait encore exister et atténuer la portée de cette révélation. Cependant, cette tentative de rationalisation se heurta rapidement à une évidence impossible à contourner. Le moment capturé par cette image appartenait bien à son histoire récente, et aucune reformulation ne pouvait en modifier la signification. Ce qui accentua encore davantage son trouble ne fut pas seulement la présence de cette preuve, mais le moment précis de son apparition, qui ne pouvait en aucun cas être le fruit du hasard. Elle comprit presque immédiatement que quelqu'un avait choisi cet instant, celui où elle venait de refermer cette relation et de réaffirmer son engagement envers Alain, pour faire réapparaître ce qu'elle pensait avoir définitivement enterré. Cette prise de conscience transforma la situation en une menace structurée, révélant l'existence d'une intention extérieure, d'une volonté délibérée de la déstabiliser. Dans le même temps, Fourneau reçut lui aussi la photographie. Pour lui, l'impact ne prit pas la forme d'une menace à venir, mais d'une confirmation brutale et immédiate de ce qu'il venait de perdre. Là où Elisabeth voyait un risque pour l'équilibre qu'elle tentait de reconstruire, lui se retrouva confronté à une matérialisation crue d'un moment qu'il venait à peine de voir nier dans toute sa signification. L'image, loin de raviver un espoir, accentua au contraire la rupture en rendant tangible une réalité que les mots d'Elisabeth avaient cherché à effacer. Cette contradiction entre l'image et le discours créa une dissonance particulièrement violente, ne lui laissant aucun espace pour reconstruire une version cohérente de ce qu'il avait vécu. Il ne s'agissait plus d'une simple divergence de perception, mais d'une rupture nette entre deux réalités incompatibles, ce qui rendait toute tentative de compréhension encore plus difficile.
Pendant ce temps, Elisabeth tentait de contenir la montée progressive d'une angoisse qui ne cessait de gagner en intensité, consciente que cette image, bien qu'encore limitée à un cercle restreint, possédait un potentiel de diffusion qu'elle ne contrôlait plus. La question n'était plus de savoir si elle pouvait nier les faits, mais combien de temps elle pouvait encore en contenir les conséquences, chaque seconde renforçant l'impression que la situation lui échappait progressivement. Elle releva brièvement les yeux vers Alain, cherchant à détecter le moindre signe qui pourrait indiquer qu'il avait déjà connaissance de cette information, mais rien, dans son attitude, ne trahissait la moindre suspicion. Ce décalage entre ce qu'elle savait et ce qu'il ignorait créa une tension intérieure particulièrement difficile à maîtriser, comme si elle se trouvait soudain enfermée dans une réalité parallèle, invisible pour les autres mais devenue centrale pour elle. C'est à cet instant qu'elle comprit que la véritable menace ne résidait pas uniquement dans le contenu de l'image, mais dans sa capacité à circuler, à apparaître au mauvais moment, au mauvais endroit, entre les mains de la mauvaise personne. Quelqu'un détenait désormais un pouvoir direct sur sa stabilité. Et ce pouvoir venait d'être activé. Dans l'ombre, Sérignan observait les effets de son action avec la distance de celui qui a anticipé chaque étape, convaincu que la force de son intervention ne résidait pas dans un choc immédiat, mais dans la manière dont cette révélation allait progressivement s'insinuer dans les relations, alimenter les doutes et fissurer les certitudes. Le calme apparent venait d'être rompu. Et à partir de cet instant, il ne s'agissait plus de savoir si l'équilibre allait se briser, mais à quel point la chute serait profonde. À partir du moment où Elisabeth comprit que cette image existait désormais en dehors de toute forme de contrôle qu'elle aurait pu exercer, une transformation progressive s'opéra en elle, non pas sous la forme d'un effondrement visible, mais à travers une tension intérieure croissante qui se traduisait par une vigilance accrue et une attention presque obsessionnelle portée à chaque détail de son comportement. Cette prise de conscience, loin de provoquer une réaction immédiate, déclencha au contraire un mécanisme de défense sophistiqué, fondé sur la nécessité absolue de préserver l'apparence de normalité qu'elle venait tout juste de reconstruire auprès d'Alain. Elle comprenait avec une lucidité froide que la situation ne pouvait plus être gérée sur le seul plan émotionnel, et que la priorité immédiate consistait désormais à empêcher toute manifestation extérieure de ce bouleversement intérieur, ce qui impliquait une maîtrise constante de ses réactions, une cohérence parfaite entre ses gestes, ses regards et ses paroles, afin de ne laisser filtrer aucun indice susceptible d'éveiller le moindre soupçon. Cette dissociation entre ce qu'elle ressentait réellement et ce qu'elle donnait à voir devenait alors un exercice exigeant, presque épuisant, dans lequel la moindre erreur pourrait produire des conséquences irréversibles. Face à Alain, cette stratégie prit la forme d'un investissement encore plus marqué dans la relation qu'elle cherchait à consolider, chaque attention, chaque geste, chaque moment partagé étant utilisé comme un moyen de renforcer l'illusion d'un équilibre retrouvé. Elle s'appliquait à incarner cette version d'elle-même qu'elle venait de lui présenter, une femme apaisée, consciente de ses erreurs et déterminée à reconstruire sur des bases solides, comme si elle cherchait à ancrer cette réalité dans le concret avant qu'elle ne puisse être remise en cause par des éléments extérieurs. Cependant, cette tentative de stabilisation reposait sur une incertitude fondamentale qui ne cessait de s'amplifier au fil des minutes. La question de l'origine de cet envoi, d'abord reléguée au second plan face à l'urgence de contenir la situation, revint progressivement au centre de ses préoccupations, alimentée par une logique implacable qui ne laissait que peu de place au doute. L'enchaînement des événements récents, combiné à la nature même de cette révélation et au moment choisi pour la déclencher, pointait vers une intention structurée, réfléchie, et non vers un hasard ou une fuite incontrôlée. Dans cette reconstitution mentale, un nom s'imposa peu à peu comme l'unique hypothèse cohérente. Sérignan. Cette conclusion ne s'imposa pas sous la forme d'une certitude immédiate, mais se construisit progressivement à partir d'indices convergents, notamment l'article qui avait récemment entaché sa réputation et la nécessité, pour lui, de répondre de manière proportionnée à cette atteinte. Elisabeth comprit alors que cette image n'était pas simplement une preuve révélée, mais un instrument utilisé dans le cadre d'une stratégie plus large, dont elle devenait la cible directe. Cette prise de conscience modifia profondément sa perception de la situation, qui ne relevait plus uniquement des conséquences d'une erreur personnelle, mais d'un affrontement indirect, où chaque action pouvait entraîner une riposte calculée. Elle se retrouvait ainsi intégrée dans une dynamique qui dépassait le cadre de ses propres choix, ce qui rendait la situation d'autant plus instable qu'elle ne maîtrisait ni le rythme ni l'ampleur des événements à venir. Parallèlement, Fourneau, de son côté, entamait une évolution psychologique marquée par un glissement progressif de la sidération vers une forme de lucidité douloureuse, qui transformait radicalement sa manière d'appréhender ce qu'il venait de vivre.
Après le choc initial, il commençait à réorganiser les éléments, à reconstruire une chronologie cohérente, et à percevoir avec une netteté croissante l'écart entre la réalité qu'il avait imaginée et celle qui lui était désormais imposée. La réception de la photographie joua un rôle déterminant dans ce processus. Elle constituait pour lui une preuve tangible que ce qu'il avait ressenti n'était pas une illusion, tout en renforçant le sentiment d'avoir été brutalement rejeté, voire nié, dans la signification même de cette relation. Cette dualité, entre validation et effacement, produisait une tension particulièrement difficile à intégrer, car elle l'obligeait à accepter simultanément deux réalités contradictoires, sans possibilité de les réconcilier. Mais au-delà de cette dimension émotionnelle, un autre élément commença à émerger dans son analyse, à mesure qu'il prenait du recul sur la situation. L'idée que cette image n'était pas apparue de manière accidentelle s'imposa progressivement, renforcée par le contexte dans lequel elle avait été révélée et par la précision de son timing. Comme Elisabeth, il fut conduit à envisager l'implication de Sérignan, non pas comme une simple hypothèse, mais comme une explication cohérente de ce qui se produisait, ce qui introduisit une nouvelle dimension dans sa réaction. Il ne se percevait plus uniquement comme la victime d'une rupture sentimentale, mais comme un élément d'un dispositif plus vaste, dans lequel il avait été exposé, utilisé, instrumentalisé dans un but qui le dépassait. Cette prise de conscience modifia la nature de sa colère, qui ne se dirigeait plus uniquement vers Elisabeth, mais également vers celui qui avait orchestré cette situation, transformant ainsi une blessure intime en un enjeu plus large, presque stratégique. Dans ce contexte, bien que leur relation soit désormais rompue, Elisabeth et Fourneau restaient indirectement liés par les conséquences de cette révélation, partageant malgré eux une même exposition face à une menace extérieure dont ils ne maîtrisaient ni les intentions exactes ni les prochaines étapes. Pendant ce temps, Elisabeth poursuivait son effort de contrôle avec une intensité croissante, mais cette tension accumulée commençait à produire des effets de plus en plus difficiles à contenir sur la durée. Chaque interaction avec Alain devenait un exercice d'équilibre délicat, nécessitant une adaptation constante afin de maintenir une cohérence apparente, malgré le décalage grandissant entre sa réalité intérieure et l'image qu'elle projetait. Ce qui rendait cette situation particulièrement instable, c'était l'impossibilité d'anticiper le moment où cette tension pourrait se transformer en rupture, car tant que l'image restait confinée, elle conservait une certaine marge de manœuvre, mais cette marge pouvait disparaître à tout instant, en fonction de décisions prises ailleurs, dans un espace sur lequel elle n'avait plus aucune prise. Dans l'ombre, Sérignan poursuivait son observation avec une patience calculée, convaincu que l'efficacité de son intervention résidait précisément dans cette montée progressive du déséquilibre, dans cette capacité à laisser les conséquences s'installer, s'amplifier, jusqu'à atteindre un point où elles deviendraient impossibles à contenir. La situation venait ainsi de franchir un seuil invisible mais déterminant. Ce qui, au départ, n'était qu'une erreur contenue venait de se transformer en un facteur de déstabilisation globale, affectant non seulement les relations directes entre les personnages, mais également leur perception d'eux-mêmes, de leurs choix et des forces en présence. À partir de cet instant, l'idée même d'un retour à un équilibre simple apparaissait de plus en plus illusoire. Ce qui était en train de se jouer dépassait désormais largement le cadre d'un simple mensonge ou d'une liaison dissimulée. Il s'agissait d'une dynamique de chute progressive, structurée, dont les effets ne faisaient que commencer à se manifester. À mesure que les minutes s'écoulaient, Elisabeth prenait conscience que la situation ne pouvait plus être contenue indéfiniment dans cet état d'équilibre précaire, où tout reposait sur une illusion fragile qu'elle s'efforçait de maintenir intacte. Plus elle tentait de consolider cette façade, plus elle ressentait le décalage entre ce qu'elle montrait et ce qu'elle savait, un décalage qui, lentement mais sûrement, commençait à éroder sa capacité à rester parfaitement cohérente. Ce qui rendait cette tension particulièrement difficile à gérer résidait dans le fait qu'elle ne disposait d'aucun repère clair pour anticiper la suite des événements. Elle ne savait ni quand ni comment la situation pourrait basculer, ni si l'image allait rester confinée ou être diffusée à un cercle plus large, ce qui la plaçait dans un état d'alerte permanent, où chaque interaction devenait potentiellement déterminante. Face à Alain, cette pression intérieure se traduisait par une attention encore plus soutenue à ses réactions, comme si elle cherchait à détecter le moindre signe qui pourrait indiquer que quelque chose avait changé dans sa perception. Elle observait ses silences, ses regards, la manière dont il formulait ses phrases, cherchant inconsciemment une variation, une inflexion qui trahirait un doute naissant. Mais cette vigilance constante, loin de la rassurer, accentuait au contraire son instabilité, car elle la contraignait à rester en permanence dans une posture d'anticipation.
Dans ce contexte, une question commença à s'imposer avec une intensité croissante, non pas sous la forme d'une idée claire, mais comme une pression diffuse qui revenait sans cesse à la surface. Devait-elle prendre les devants et révéler elle-même ce qui s'était passé, ou continuer à miser sur le silence en espérant que la situation resterait sous contrôle? Cette alternative, en apparence simple, se révéla en réalité d'une complexité extrême. Car parler signifiait perdre immédiatement le contrôle de la narration, accepter de voir la situation lui échapper dans un cadre qu'elle ne maîtriserait plus, tandis que se taire impliquait de prolonger une tension dont elle ne connaissait ni la durée ni l'issue. Dans les deux cas, le risque était réel, et aucune option ne lui garantissait une stabilité durable. Cette hésitation, loin d'aboutir à une décision, s'installa progressivement comme un état permanent, un entre-deux inconfortable dans lequel elle se retrouvait enfermée, incapable de trancher, consciente que le temps, dans cette configuration, ne jouait pas en sa faveur. Pendant ce temps, Fourneau poursuivait une évolution intérieure marquée par une montée progressive de la tension, qui prenait désormais une direction plus active, moins tournée vers la compréhension que vers une forme de réaction. Là où il avait initialement cherché à donner du sens à ce qu'il vivait, il commençait à percevoir la situation comme une injustice, une manipulation dont il avait été à la fois le témoin et la victime. La présence de la photographie, en tant qu'élément concret, jouait un rôle central dans cette transformation. Elle constituait une preuve irréfutable de la réalité du lien qu'il avait partagé avec Elisabeth, mais aussi un rappel constant de la manière dont cette réalité avait été brutalement niée, ce qui alimentait en lui une frustration difficile à contenir. Cette tension, accumulée sans possibilité d'expression immédiate, commençait à se structurer en une énergie plus directive, orientée vers l'idée qu'une réaction devenait nécessaire. Dans cette logique, la figure de Sérignan s'imposa progressivement comme un point focal. Fourneau comprenait désormais qu'il n'était pas seulement confronté à une rupture sentimentale, mais qu'il se trouvait impliqué dans une dynamique plus large, où ses actions et ses choix pouvaient avoir des répercussions qui dépassaient le cadre de sa relation avec Elisabeth. Cette prise de conscience introduisit une dimension nouvelle dans sa réflexion, l'amenant à envisager non seulement les conséquences de ce qui s'était passé, mais aussi les possibilités d'action qui s'offraient à lui. Il ne s'agissait pas encore d'une décision claire, mais d'un déplacement progressif de son état d'esprit, d'une posture passive vers une position où l'idée d'intervenir, d'agir, commençait à prendre forme. Pendant ce temps, Elisabeth poursuivait son effort de stabilisation, mais la pression accumulée atteignait un niveau où chaque détail devenait potentiellement révélateur. Un regard trop appuyé, une réponse légèrement décalée, un silence prolongé pouvaient suffire à créer une brèche dans l'image qu'elle tentait de maintenir, ce qui renforçait encore davantage la nécessité de rester constamment vigilante. Cette situation produisait un effet d'usure progressif, car maintenir un tel niveau de contrôle sur la durée impliquait une dépense d'énergie considérable, difficilement soutenable à long terme. Elle se retrouvait ainsi enfermée dans une dynamique où chaque instant de calme apparent dissimulait en réalité une tension sous-jacente, prête à ressurgir au moindre élément déclencheur. Dans cette configuration, la présence d'Alain, qui continuait à évoluer dans une perception apaisée de leur relation, accentuait encore le décalage, car elle la plaçait dans une position où elle devait simultanément entretenir cette illusion et gérer une réalité qui la contredisait totalement. Ce contraste, particulièrement difficile à supporter, contribuait à fragiliser encore davantage son équilibre. Dans l'ombre, Sérignan poursuivait sa stratégie avec une constance remarquable, laissant les effets de son intervention se développer sans chercher à accélérer le processus, convaincu que la tension accumulée finirait par produire d'elle-même les conséquences les plus significatives. Il ne s'agissait plus pour lui d'agir directement, mais de laisser la situation évoluer selon une logique qu'il avait lui-même enclenchée. À ce stade, tous les éléments étaient réunis pour qu'un basculement se produise. Elisabeth se trouvait enfermée dans une attente insoutenable, oscillant entre l'envie de reprendre le contrôle et la peur de précipiter elle-même la chute. Fourneau, de son côté, amorçait un mouvement vers une réaction plus active, alimentée par une frustration croissante et une volonté de ne plus subir passivement les événements. Et au centre de cette dynamique, une seule certitude s'imposait progressivement. Le silence ne pourrait pas durer indéfiniment. Le point de rupture ne survint pas sous la forme d'un événement spectaculaire, mais comme l'aboutissement logique d'une tension qui avait progressivement envahi chaque espace, chaque interaction, chaque pensée, jusqu'à rendre l'équilibre initial totalement insoutenable. Ce qui avait commencé comme une tentative de contrôle se transforma peu à peu en une lutte intérieure où Elisabeth ne cherchait plus à maîtriser la situation, mais simplement à retarder l'inévitable.
Dans cet état, la perception du temps elle-même se modifia. Chaque instant semblait chargé d'une densité particulière, chaque silence portait en lui une menace implicite, et chaque échange devenait un terrain potentiellement instable où la vérité pouvait surgir à tout moment. Cette sensation d'imminence constante, combinée à l'impossibilité d'agir sans risque, plongeait Elisabeth dans une forme de paralysie progressive, où la réflexion ne débouchait plus sur des décisions, mais sur une accumulation de scénarios contradictoires. Face à Alain, cette tension atteignit un niveau où la cohérence qu'elle s'efforçait de maintenir commença à se fragiliser, non pas à travers une erreur visible, mais par une série de micro-décalages, presque imperceptibles, qui modifiaient subtilement la dynamique de leurs échanges. Ce n'était pas un changement brutal, mais une évolution progressive, comme si quelque chose, sans être encore identifiable, venait perturber l'équilibre qu'il venait de retrouver. Ce type de transformation, bien que discret, possédait une force particulière. Car il ne reposait pas sur un élément concret que l'on pouvait isoler, mais sur une accumulation de sensations, d'intuitions, qui finissent par s'imposer sans qu'il soit possible de les formuler clairement. Alain, sans disposer d'informations précises, commençait à percevoir cette dissonance, cette légère incohérence qui, bien qu'insaisissable, introduisait une forme de distance. Pendant ce temps, Fourneau atteignait un seuil différent. La phase de réflexion laissait progressivement place à une volonté plus affirmée de ne plus rester dans une position passive, alimentée par le sentiment d'avoir été à la fois utilisé et écarté sans considération. Cette évolution ne se traduisait pas encore par une action concrète, mais par une disposition mentale nouvelle, dans laquelle l'idée d'intervenir, de rétablir une forme d'équilibre à sa manière, devenait de plus en plus présente. Dans ce contexte, la figure de Sérignan continuait de jouer un rôle central, non plus seulement comme déclencheur de la situation, mais comme élément structurant d'un rapport de force en train de se redéfinir. Il n'avait pas besoin d'intervenir à nouveau, car les effets de son action initiale suffisaient à maintenir une dynamique instable, dans laquelle chaque personnage évoluait désormais sous pression. Elisabeth, qui avait cru pouvoir refermer cette parenthèse en imposant une rupture nette, se retrouvait confrontée à une réalité beaucoup plus complexe, où la fin apparente d'une histoire ne signifiait en rien la disparition de ses conséquences. Ce qu'elle avait tenté d'effacer revenait sous une forme plus diffuse, plus difficile à contrôler, mais aussi plus dangereuse, car elle affectait non seulement ses relations, mais aussi sa propre capacité à se percevoir comme maîtresse de la situation. À mesure que cette prise de conscience s'installait, une certitude commença à émerger. Il n'existait plus de solution simple. Ni le silence, ni l'aveu ne pouvaient garantir un retour à l'équilibre, car la situation avait déjà dépassé ce stade. Ce qui se jouait désormais relevait d'une dynamique plus profonde, où chaque choix ne faisait que déplacer le problème sans jamais le résoudre complètement. Dans cet espace incertain, chacun avançait désormais avec une part d'aveuglement, tentant de préserver ce qui pouvait encore l'être, sans savoir précisément à quel moment la structure entière allait céder. Et dans cette configuration, une seule chose apparaissait clairement. Ce qui avait été déclenché ne pouvait plus être arrêté.